En 1970, John Linley Fraser commet un crime qui fait trembler les États-Unis. Les gens n'en revenaient pas. Un étrange mélange de messages occultes et de violences gratuites. Ils ont été exécutés, puis la maison a été incendiée. Qui terrorise la Californie. On était tous barricadés et armés. Mais qu'est-ce qui a poussé Fraser à commettre de tels actes? Était-ce son destin? Fraser a eu une enfance très instable. L'intensité avec laquelle il vous regardait m'a toujours un peu effrayé. John Linley Fraser était-il un tueur né? Il voulait faire du porte-à-porte comme un représentant. Ding dong, vous êtes mort. Début des années 60. Santa Cruz n'est alors qu'une ville côtière californienne comme il en existe bien d'autres. Santa Cruz était un modèle de conservatisme. Une ville touristique, avec ses promenades, ses plages. À l'époque, Santa Cruz était une communauté tranquille où il faisait bon vivre. C'était presque une ville de retraités à l'époque. Le campus universitaire n'existait pas encore. C'était juste une charmante petite ville pittoresque où l'on se sentait en sécurité. C'est dans cette paisible communauté que la famille Ota décide de s'installer. Malheureusement pour eux, cette quiétude ne sera que de courte durée. Le docteur Victor Ota et sa famille étaient très connus dans la ville de Santa Cruz, et même au-delà des frontières du comté. C'était un ophtalmologiste très réputé et très respecté. Mon père venait d'un milieu très pauvre et a dû travailler dur pour s'en sortir. C'était un homme hors du commun. Il était beau, généreux, gentil. Le docteur Ota était mon ophtalmo. C'était quelqu'un de vraiment gentil, de très doux. Ma mère était tchèque. Elle aussi, elle venait d'un milieu modeste. Mon père était japonais et la culture de son pays a largement influencé notre mode de vie. Ma mère était très élégante, très belle, comme toutes les mères à l'époque. Les Ota forment ce que beaucoup considèrent comme la famille parfaite. Ma grande sœur, Tara, avait 3 ans de plus que moi. C'était une artiste. Elle était très belle. Elle était également mannequin. Puis il y avait mes 2 frères, Derek et Tag, qui avaient 3 et 4 ans de moins que moi. Tag était le garçon le plus adorable, le plus mignon de son école. Tout le monde l'aimait, il était tellement beau. Derek était beaucoup plus sombre, plus artiste, plus compliqué. La secrétaire du docteur Ota, Dorothy Cadwallader, fait presque partie de la famille. Tante Dorothy était une femme merveilleuse. C'était la femme américaine par excellence. Elle était absolument magnifique. Elle avait une voix douce. Elle était parfaite. C'était mon idole. Pour compléter le tableau, les Ota vivent dans une maison de rêve qu'ils ont fait construire sur les hauteurs de Santa Cruz. La maison faisait autant partie de nos vies que n'importe quel membre de la famille. Même les tissus à l'intérieur, ce sont ma mère qui les a fabriqués avec un métier à tisser. La maison se fondait complètement dans la nature. Aucun arbre n'a été coupé pendant la construction. Le docteur Ota aimait vivre entouré par la nature.
Il n'y avait pas de rideau aux fenêtres pour qu'ils puissent voir la forêt. Autour de la maison, il y avait beaucoup d'éléments en pierre naturelle. À cette époque, on pensait que rien ne pouvait nous arriver. Mais à la fin des années 60, Santa Cruz connaît une véritable révolution. Les hippies affluent dans la région par milliers. On a commencé à voir beaucoup de gens partir vivre dans la nature en marge de la société. C'était énorme. Certains faisaient pousser leur propre nourriture, certains travaillaient. Ils étaient artistes, musiciens. Je pense que beaucoup d'entre eux vivaient de l'aide alimentaire. Et tout n'était pas que paix et amour. Les années 60 sont connues comme les années de l'amour, du flower power, de la paix et de l'harmonie. Mais elles avaient également un côté plus sombre. Cette décennie a connu des révolutions très différentes. Une révolution sexuelle, politique, psychédélique. Mais ce dont on parle moins, c'est de la révolution mystique qui a eu lieu dans les années 60. Une sorte de retour de l'occultisme. Il y avait une communauté dans le coin. Ses membres portaient des robes blanches et des chapeaux pointus, récitaient des incantations en langue celtique, pratiquaient des rituels. C'était très bizarre. Et puis ça faisait peur aux gens. Il n'y avait plus de moralité imposée. Au début, c'était très libérateur, mais les choses ont fini par aller trop loin. Rien n'illustre mieux ces dérives que la secte hippie de Charles Manson qui massacre 8 personnes en 1969. Comble de l'horreur, parmi les victimes figurait l'actrice Sharon Tate, enceinte de 8 mois. Quand Charles Manson et sa famille ont assassiné Sharon Tate et le couple LaBianca à Los Angeles, ça a fait la une des journaux du monde entier. La Californie s'est alors retrouvée plongée dans la peur. Les gens se demandaient ce qui se passait. L'ambiance de paix, d'amour et de flower power qui régnait jusqu'alors avait laissé place à quelque chose d'étrange, d'angoissant, de plus criminel, de plus fou. Peu après l'affaire Manson, la ville de Santa Cruz, sur la côte ouest des États-Unis, va à son tour être le théâtre d'un horrible crime. Et tout pousse à croire que c'est l'œuvre d'une autre secte. Mon père me dit « Ne bouge pas d'ici, il y a 5 corps dans la piscine ». En 1969, les meurtres de la famille de Charles Manson ont fait apparaître le côté sombre de la génération hippie. Des rumeurs d'étranges pratiques occultes, de révolutions et de meurtres ont à jamais terni le mouvement Peace and Love. Et en 1970, un nouveau crime va convaincre tout le monde que la société est au bord de l'autodestruction. Tout a commencé par un signalement d'incendie. Des volutes de fumée s'élevaient depuis le sommet d'une colline. Ce soir-là, je prenais un cours au collège communautaire. Pendant la pause, j'ai entendu la sirène. J'ai pris mon équipement parce que je savais d'où venait le feu. De la maison des Otas. Quand les pompiers sont arrivés, ils se sont engagés dans un petit chemin sinueux qui menait à la maison. Et là, il y avait une voiture. 2 véhicules bloquaient la route. La maison était en feu et ils ne pouvaient pas y accéder. Alors on est sorti et on s'est approché de la maison. Mon père, qui était chef adjoint, nous a ordonné de monter sur le toit avec un tuyau d'incendie. Des flammes s'élevaient de différentes parties de la maison.
Les pompiers ont finalement réussi à maîtriser le feu. Là, mon père est monté à l'échelle et m'a dit « Ne bouge pas d'ici jusqu'à ce que je te dise de descendre ». Je trouvais ça un peu bizarre, alors je lui ai demandé pourquoi. Et il a répondu « Il y a 5 corps dans la piscine ». Les corps flottaient dans la piscine. C'était sordide. Aujourd'hui encore, je revois la scène. Le drame est survenu à l'heure du dîner, dans la résidence à 150 000 $ de l'ophtalmologiste. Tous ceux qui se trouvaient dans la maison ont été méthodiquement assassinés. Les seuls survivants de la famille Ota sont les 2 adolescentes qui se trouvaient à l'école. J'étais en pension. Une des sœurs est venue me réveiller et m'a dit qu'il fallait que je rentre chez moi. J'étais loin d'imaginer ce qui s'était passé. Quand je suis sortie, le soleil se levait à peine. Toutes les sœurs de la pension m'attendaient dehors. Dans la voiture, on m'a annoncé que ma famille était morte. C'était inconcevable. Puis on m'a expliqué ce qui s'était passé. 5 personnes ont été tuées. Le docteur Ota, sa femme, sa secrétaire et 2 de ses enfants. Ils ont été exécutés, jetés, poussés ou balancés dans la piscine. Puis la maison a été incendiée. Le docteur Ota a été abattu de 3 coups de feu. Les 2 femmes et les garçons d'une balle dans la tête. Tous les corps étaient dans la piscine, ligotés avec des foulards en soie. Le massacre provoque des remous dans toute la Californie, et même au-delà. À l'annonce du crime, les gens n'en revenaient pas. Le docteur Victor Ota et sa famille vivaient dans cette maison, au sommet d'une colline. Les voisins n'ont rien vu, ni entendu. Aujourd'hui, la police a fouillé les environs. Ils pensent qu'il ne s'agit pas de l'œuvre d'un homme seul, mais ils disposent de très peu d'indices. Le docteur Ota était un personnage très estimé. Et presque toute une famille avait été assassinée. Assassinée en même temps. Ça a paralysé la communauté. C'est le bureau du shérif qui est chargé d'élucider le mystère. C'est ici que ce crime abominable a eu lieu. Il y avait des voitures de police, des camions de pompiers et des journalistes qui essayaient d'empêcher les gens d'approcher de la maison. En fouillant la scène de crime, les enquêteurs trouvent un indice. Pas très loin d'ici, après ce virage, il y avait une voiture. Et cette voiture empêchait les pompiers d'accéder à la scène de crime. Et sous l'essuie-glace, les inspecteurs font une effrayante découverte. Nouveau développement dans l'enquête. Un étrange message trouvé sur les lieux semble indiquer que les meurtres sont l'œuvre d'un groupe d'individus se faisant appeler le peuple de l'univers libre. Il déclare la 3e guerre mondiale à ceux qui ne respectent pas l'environnement. Tapé sur la machine à écrire du docteur Ota, le message dit Halloween 1970. Aujourd'hui commence la 3e guerre mondiale, déclarée par le peuple de l'univers libre. À compter de ce jour, quiconque polluera l'environnement naturel ou le détruira
sera exterminé. Le message est signé « Cavalier du bâton, cavalier des coupes, cavalier des deniers, cavalier des épées ». Quand le contenu du message a été rendu public, les gens ont commencé à paniquer. Les gens ont tout de suite pensé à Sharon Tate, au couple LaBianca et à Charles Manson et sa secte. On pensait qu'on avait affaire à un grand groupe, farouchement déterminé à tuer des gens. Moi qui n'avais jamais touché une arme à feu, la première chose que j'ai faite, c'est foncer m'en acheter une chez l'armurier du coin. Avant, on ne fermait jamais nos maisons à clé. Mais après cet événement, on s'est tous mis à verrouiller nos portes. Je dormais même avec un fusil à côté de mon lit. On était tous barricadés et armés. En l'espace de 24 heures, la police fait une nouvelle découverte. Celui ou ceux qui ont assassiné la famille ont également volé l'une de ses voitures. Cette dernière est retrouvée près d'un tunnel ferroviaire. 3 hippies suspects sont aperçus non loin de là. Un train a percuté le véhicule. Alors on a foncé dans le tunnel pour savoir si la voiture pouvait nous fournir des indices sur le meurtre. Le véhicule était encore chaud. On en a donc déduit qu'il avait été utilisé récemment et que les suspects ne devaient pas être loin. On a commencé à fouiller les environs afin de découvrir qui avait mis la voiture sur ses rails. On a bouclé tout le périmètre. Il s'agissait du parc Henry Cowell, un endroit gigantesque. C'est une forêt de séquoias très dense. Elle descend dans une gorge jusqu'à la rivière Sander et continue de l'autre côté. Au moins une centaine de policiers ont été mobilisés pour les recherches. Il y avait la police de la route de Californie, le bureau du shérif du comté de Santa Cruz, la police de Santa Cruz et j'en passe. On a même emprunté des hélicoptères aux forces de police de la région de la baie de San Francisco. Je dirigeais une des équipes parce que je connaissais bien les sentiers. Mais les chances de retrouver quelqu'un dans cette forêt étaient très minces. La zone était couverte de séquoias, de fourrés, et il était très facile pour eux de nous entendre arriver et de se cacher. Malgré ces recherches à grande échelle, les assassins restent introuvables et la panique commence à gagner Santa Cruz. Des rumeurs d'une guerre déclarée par les hippies au reste de la société commencent à circuler. De nombreuses communautés hippies se sont installées dans les forêts de la région et depuis peu, les individus aux cheveux longs sont sur la sellette. On ne peut pas faire confiance à ces gens. Ils ont peur de nous. C'était la première fois qu'une telle chose arrivait dans le comté de Santa Cruz. Et je pense que la ville est vraiment devenue paranoïaque. Beaucoup envisagent de mettre en place des groupes d'autodéfense. Les gens achètent des armes et des munitions. On parle de lyncher les personnes aux cheveux longs. Parce qu'ils ne sont pas les bienvenus dans la communauté. Mais quand un hippie de la région, Roger Crone, entend parler de ce message, il pense non pas à une secte, mais à son voisin. Un solitaire de 24 ans du nom de John Linley Fraser. Des détails sur le meurtre de la famille Ota ont été rendus publics. Et ça coïncidait parfaitement avec ce qu'il nous avait dit 3 jours plus tôt. Roger et ses amis habitent à un hameau de vieille ferme dans les bois, non loin de la résidence des Ota. John campait dans son chalet de l'autre côté du ravin. La plupart du temps, il vivait en autarcie sur ses terres. Il était aussi survivaliste qu'on pouvait l'être à l'époque. Il avait quelque chose de bizarre.
Il était très sérieux et il se méfiait de tout. Une part de moi a toujours eu peur de lui. Toujours. Un jour où mon ami Michael Madden et moi étions au travail, il a eu une conversation avec les filles qui vivaient dans la maison avec nous. Il leur a parlé du livre de l'Apocalypse de la Bible. Il leur a dit qu'il avait l'impression d'être là pour sauver l'environnement et qu'il fallait s'occuper de ceux qui polluaient ou détruisaient la nature. On était soit avec lui, soit contre lui. Contre toute attente, le peuple de l'univers libre n'est pas une secte, mais un assassin solitaire en mission divine. Il est armé et en liberté. En octobre 1970, le docteur Otta, sa femme, Virginia, leurs deux fils, Derek et Taggart, et la secrétaire du docteur, Dorothy Cadwallader, sont retrouvés dans leur piscine, ligotés avec des foulards et une balle dans la tête. Après la découverte d'un message aux références occultes, la Californie craint que les meurtres ne soient l'œuvre d'une nouvelle secte comme celle de Charles Manson. Mais un habitant de la région, Roger Crone, reconnaît dans le message le style de son voisin solitaire de 24 ans, John Linley Fraser. Une descente est rapidement organisée. On s'est retrouvés au bureau du shérif, on a mis une équipe sur pied, expliqué qui on recherchait, et on est parti dans les collines de Soquel. On était très nerveux à l'idée de ne pas savoir dans quoi on mettait les pieds. On ignorait totalement ce qui nous attendait. On savait que la moindre erreur pourrait coûter très cher. On est arrivé jusqu'à une sorte de ravin. Pour traverser, il fallait emprunter un pont très précaire, composé de 2 câbles reliés entre eux par des planches de bois. De l'autre côté du ravin, il y avait une cabane. Mais la cabane est vide et Fraser est introuvable. Rod Sanford et son coéquipier Brad Arpsland reçoivent l'ordre de surveiller la propriété jusqu'au lendemain matin. On a décidé de se positionner sur une petite colline au-dessus de la maison et de se cacher là pendant la nuit. Mais avant, j'ai posé quelques pièges. J'ai utilisé des vieilles brindilles et des branches. Comme ça, on allait savoir si quelque chose ou quelqu'un avait emprunté ce sentier pendant la nuit. On prend une branche comme celle-ci et on la pose en travers du sentier. Et si quand je reviens, la branche a été déplacée ou brisée, ça veut dire que quelque chose ou quelqu'un est passé par ici. Je savais que les pièges situés sur le sentier pouvaient être déclenchés par un raton laveur, une moufette, un cerf ou autre. Alors j'ai également posé une petite branche sur le pont. Dès que quelqu'un poserait le pied dessus, les câbles se mettraient à bouger de bas en haut et la branche tomberait dans le vide. Je savais que seul un humain traverserait le pont. J'ai également placé une petite brindille à l'intérieur de la porte de la cabane, de manière à ce que si quelqu'un ouvre la porte, elle tombe à l'extérieur. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit, parce que nous savions ce que cette personne avait fait. On était certain que si elle arrivait, la situation risquait d'être tendue. À l'aube, le lendemain matin, on est redescendu sur le sentier menant à la cabane. On a remarqué que les pièges avaient été déclenchés et que quelqu'un avait traversé le pont. Quand on a regardé de l'autre côté du ravin, on s'est aperçu que la fameuse brindille était à l'extérieur de la cabane.
On savait que quelqu'un avait emprunté le pont et que la porte de la cabane avait été ouverte puis refermée. Là, il a fallu choisir lequel de nous deux allait devoir traverser le ravin pendant que l'autre le couvrirait. C'était pas une décision évidente à prendre, parce que sur ce pont, on était une cible facile. Il n'y avait aucun moyen de se mettre à couvert. Je ne sais plus comment on en est arrivé là, mais finalement, c'est moi qui ai dû m'y coller. C'était loin d'être une partie de plaisir. Le pont n'était pas solide du tout. Un seul faux pas et je risquais de faire voler une planche et de tomber dans le vide. En plus, ce type avait tué 5 personnes. S'il avait une arme et qu'il me voyait arriver, il risquait de me tirer dessus et j'avais nulle part où me cacher. Je savais que cette porte pouvait s'ouvrir à tout moment. J'ai traversé le pont et j'ai couvert mon coéquipier pendant qu'il me rejoignait. On était au pied du mur. La porte était là. On n'avait plus le choix. Il fallait qu'on ouvre cette porte et qu'on entre. On s'est mis chacun d'un côté. Il y en a un qui a ouvert la porte et on est entré. On a tout de suite remarqué qu'au milieu de la pièce, il y avait des sacs de couchage ou des couvertures. Bref, tout un tas d'affaires qui n'étaient pas là la veille. Brad et moi, on s'est regardés. Il a attrapé les couvertures, il a tiré d'un coup sec, et on est tombé nez à nez avec Fraser. J'ai braqué mon arme sur lui et je lui ai dit de ne pas bouger, sinon je tirais. Il m'a regardé avec un sourire étrange, et il m'a dit de lui donner ce qu'il méritait. Je dis pas que ça m'a pas effleuré l'esprit, mais c'est pas notre boulot. Deux de nos shérifs adjoints, Brad Harpsland et Rob Sanford, ont arrêté le suspect, Fraser, pendant qu'il dormait. Il va maintenant être jugé pour quintuple homicide. Qui est donc cet assassin solitaire, capable d'exécuter froidement hommes, femmes et enfants? Et pourquoi s'en est-il pris à ces 5 personnes en particulier? La première fois que j'ai rencontré John Linley Fraser, c'était en cellule. Il était vraiment étrange et très peu coopératif. Il était bizarre. Je ne trouve pas de meilleur qualificatif pour le décrire. Il refusait de parler à qui que ce soit. C'est à l'enquêteur de la défense, Harold Cartwright, que revient la tâche de percer les mystères de l'esprit de Fraser. J'ai mené une enquête afin de découvrir ce qui avait motivé son geste. Les parents de John Fraser se séparent 2 ans après sa naissance. Alors qu'il n'a que 5 ans, sa mère, incapable de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, le place en famille d'accueil. Je pense que Fraser a une enfance très instable, dominée par un sentiment d'insécurité. Quand un enfant ne se sent pas en sécurité, il a tendance à développer des mécanismes de défense et d'adaptation qui se révèlent parfois défaillants. Dans le cas présent, ces mécanismes ont sans doute généré une psychorigidité qui l'a rendu incapable d'absorber la moindre frustration ou déception, jusqu'à créer en lui de la colère, un nœud dans le ventre, comme une pierre que l'on n'arrive pas à digérer. Le jeune Fraser est condamné pour cambriolage et évasion d'un centre pour mineurs. Mais à la fin de son adolescence, il semble se ranger. À 21 ans, il épouse Dolores. Et en 1965, ils ont un enfant. Je suis allé au garage où il travaillait. Son ancien employeur parlait de lui en termes très élogieux. Il trouvait que John était un excellent mécanicien. Mais Fraser commence à changer. En 1969, sa femme le soupçonne d'avoir des hallucinations.
Elle m'a dit qu'il lui arrivait de partir dans les bois avec sa Bible. Parfois, elle ne le revoyait pas pendant 2 ou 3 jours. Mais il n'a jamais eu le moindre geste malveillant envers elle et leur enfant. C'est juste devenu quelqu'un de différent. John Linley Fraser présente des signes de schizophrénie. La schizophrénie est une grave maladie mentale caractérisée par une désorganisation de la pensée. Elle se développe généralement vers la fin de l'adolescence et au début de la vie adulte, vers 19-20 ans. Mais le premier épisode psychotique est précédé d'une période prémorbide, durant laquelle l'individu est souvent renfermé sur lui-même et adopte un comportement étrange, voire bizarre, qui peut se manifester de différentes manières. En 1970, le comportement de Fraser devient de plus en plus inquiétant. Il a quitté son travail. Il disait que les moteurs à combustion détruisaient l'environnement et qu'il ne voulait plus être complice de ça. Puis, le jour de la fête nationale, 3 mois avant le massacre de la famille Ota, Fraser quitte sa famille et s'installe dans les bois, dans une étable abandonnée. Là, il développe une obsession pour les sombres préoccupations de l'époque. L'occultisme, la numérologie, la lévitation et les messages bibliques de l'Apocalypse de Jean. L'influence de la pensée magique sur son comportement, son attirance pour le tarot, dénote peut-être un trouble de la personnalité schizotypique. À cette époque, le mouvement hippie commençait à prendre une dimension très spiritualiste. Et il n'avait aucune stabilité autour de lui. Son voisin, Roger Crone, est troublé par son étrange comportement. Quand on vivait là, un couple s'est marié. Ils ont célébré la cérémonie au sommet de la colline. Et John est arrivé vêtu d'un drapeau américain. Ça montrait bien qu'il était un peu bizarre. John menait une vie de reclus. C'était très difficile de se lier avec lui. Il était intimidant. Il avait des yeux durs. L'intensité avec laquelle il vous regardait m'a toujours un peu effrayé. Fraser se terre dans sa cabane au fond de la forêt, protégé par un ravin escarpé et un pont volontairement précaire. D'après certaines rumeurs, il aurait même posé des pièges autour de chez lui pour décourager les intrus. Je ne suis jamais venu dans cette partie de la propriété, donc je n'ai jamais été victime d'un de ces pièges. Mais on peut dire qu'il était complètement paranoïaque. Mais Fraser n'est pas juste étrange. Il est en mission divine et ses projets glacent d'effroi ceux à qui il s'en ouvre. Il a eu une illumination en lisant la Bible et en particulier l'Apocalypse. Il croyait qu'il avait pour mission de sauver la planète. Il m'a raconté que Dieu lui avait parlé et qu'il avait été choisi pour redonner à la Terre son état initial, ce qui impliquait de faire disparaître tous les véhicules et tous les bâtiments de la planète. Dieu lui avait ordonné d'aller voir chaque foyer et de demander aux gens de choisir entre l'armée de Dieu ou la mort. Il a dit qu'il voulait faire du porte-à-porte comme un représentant. Ding dong, vous êtes mort. Après, il avait ce petit rire. Ça faisait froid dans le dos. Octobre 1970. À l'approche d'Halloween, Fraser décide qu'il est temps de mener à bien sa mission divine. Pour John Linley Fraser, les Ota étaient la parfaite manifestation du matérialisme. Leur maison était trop grande. Ils avaient une piscine, vivaient dans le luxe. Ils avaient trop de voitures. Sur une colline située à moins d'1 kilomètre de sa cabane délabrée, s'élève la somptueuse demeure de la famille Ota. À son arrivée, il est tombé sur Madame Ota et le plus jeune des fils. Il a trouvé des foulards et les a ligotés avec, puis il a attendu.
Dorothy, qui travaillait pour le docteur, a ramené le fils aîné de l'école. Ils ont tous les deux subi le même sort. Et quand le docteur Otta est rentré, Fraser lui a attaché les mains derrière le dos et lui a expliqué la mission que Dieu lui avait confiée. Il braquait son arme sur le docteur Otta et voulait que lui, le chef de famille, l'aide à brûler la maison. Évidemment, il a refusé. Il l'a traité de cinglé, de débile, de drogué, de hippie, et il a refusé de coopérer. Alors Fraser l'a poussé dans la piscine. Avec l'épuisette, il lui maintenait la tête sous l'eau et le faisait remonter à la surface pour tenter de le convaincre de mettre le feu à la maison et de rejoindre l'armée de Dieu. Au bout d'un moment, Fraser est persuadé qu'il a réussi à rallier le docteur à sa cause. Il tend la main vers lui pour l'aider à sortir de l'eau. Et le docteur Otta en profite pour essayer de le faire tomber dans la piscine. Mais en vain. Fraser décide alors de l'abattre. Ensuite, il est allé chercher la femme, l'a fait sortir et l'a exécutée. Puis, ça a été le tour de Dorothy Cadwallader. Il a dit que ça avait été extrêmement difficile pour lui de tuer les enfants. Il s'est disputé avec Dieu. Il lui a demandé « Pourquoi ces enfants doivent-ils mourir? Ils sont innocents, ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont jamais nui à l'environnement. » Mais Dieu a insisté, ils devaient mourir. Fraser tire une balle dans la tête des deux garçons et jette leur corps dans la piscine. Il pensait que nous n'étions que des cochons de capitalistes qui détruisaient l'environnement. C'est presque ironique quand on pense qu'aucun arbre n'a été coupé pour construire la maison et que nous avons en fait contribué à rendre cet endroit encore plus beau. La culture japonaise et notre mode de vie étaient aux antipodes de ce contre quoi ils se battaient. Ça rend tout ça encore plus triste. Mais l'étrange histoire de John Fraser ne s'achève pas avec son arrestation. Son procès va constituer l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire pénale. En octobre 1971, débute le procès de John Linley Fraser pour le massacre de la famille Otta et de leur secrétaire. Les preuves de sa culpabilité sont accablantes. Mais sera-t-il déclaré fou au moment des faits? Sera-t-il interné ou mis en prison? Depuis le début, son comportement est troublant. Mes colocataires et moi avons témoigné au procès. C'était effrayant. Il me lançait des regards noirs. J'évitais de le regarder au maximum. La plupart du temps, Fraser a l'air absent ou indifférent. Le seul moment de mon témoignage qui a suscité une réaction, c'est quand Pete Cheng m'a demandé de répéter ce qu'il m'avait dit lors de son arrestation. « Pourquoi tu ne me donnes pas ce que je mérite ?» Là, il a dressé l'oreille. Et on voyait bien qu'il était perturbé. Cette apathie et ce détachement émotionnel manifeste sont des symptômes de la schizophrénie. Mais je n'exclurais pas d'autres motivations. Peut-être qu'il se fichait simplement de tout. Quand on diagnostique un grave trouble mental chez quelqu'un, il est important de ne pas partir du principe que la moindre de ses actions découle directement de cette maladie. Car ce n'est pas le cas. La maladie de Fraser suffit-elle à expliquer son geste?
Il a commis ces meurtres exactement à la même période que le procès de Charles Manson. Je ne serais pas surpris que ça l'ait influencé d'une façon ou d'une autre. Dans l'idée de Manson, cette violence était un signal destiné à faire comprendre à tous ceux qui partageaient sa révolte qu'ils appartenaient à la même grande armée. C'était dans l'air du temps. Les personnes souffrant d'un trouble de la personnalité schizotypique ou de schizophrénie sont comme des éponges, et certaines idées revêtent un sens particulier pour elles. Je pense que c'est ce qui s'est passé ici. Le premier jour de son évaluation psychiatrique, John Linley Fraser fait une entrée dont Charles Manson lui-même aurait pu être fier. John Linley Fraser est entré dans le tribunal par la porte arrière. Tout avait l'air normal. Et quand il s'est tourné pour s'asseoir à côté de son avocat, on s'est aperçu qu'il s'était rasé la moitié du crâne et du visage. Il avait divisé son visage en deux à partir du nez, depuis le haut de sa tête jusqu'à la barbe. Il s'était rasé un sourcil, la moitié du visage et la moitié du crâne. Il était assis à la table et se tournait d'un côté pour montrer un profil au public. Et quand il tournait la tête, on découvrait une personne différente. Bien sûr, la presse s'est empressée de commenter ce conflit entre le bien et le mal. Je pense que ça n'a vraiment pas servi sa défense. Finalement, on a décidé qu'il valait mieux qu'il se rase entièrement, plutôt que continuer à se comporter comme un schizophrène, ce qui était sans doute l'idée. Fraser aurait déclaré qu'il préférait passer à la chambre à gaz plutôt que d'être envoyé dans une usine à laver les cerveaux fascistes. Le fait qu'il ne veuille pas être déclaré fou constitue l'un des aspects les plus intéressants du procès. C'était un individu psychotique qui faisait semblant d'être un homme sain d'esprit, faisant lui-même semblant d'être psychotique. Tout ça pour convaincre le jury que sa folie était feinte et qu'il devait être envoyé en prison et non pas dans une institution psychiatrique. Le souhait de Fraser est exaucé. Il est jugé responsable de ses actes et condamné à mort. Sa peine sera finalement réduite à l'emprisonnement à vie. Mais était-il destiné à tuer? John Linley Fraser était-il un tueur né? Je ne pense pas que John Linley Fraser soit un tueur né. Je crois que malgré sa maladie, s'il n'avait pas été soumis à certaines influences, notamment dans la culture de l'époque, il ne se serait peut-être jamais livré à ces actes de violence. Selon moi, ce sont certaines circonstances de son environnement qui l'ont poussé à faire ce qu'il a fait, et non pas quelque chose d'intrinsèque à lui-même. Ça a été progressif. Il est tombé malade et son état n'a cessé d'empirer. Comme il n'a malheureusement pas pu se faire aider, ça a fini par l'horrible tragédie que nous connaissons. J'étais furieuse de la situation, furieuse d'avoir été privée de ma famille et surtout furieuse qu'ils aient autant souffert. Pour tout ça, j'éprouvais beaucoup de colère et de tristesse. Mais ressentir ça envers lui ne me paraissait pas naturel. Qui choisirait d'être né comme ça? Un tel comportement ne peut résulter que d'une anomalie chromosomique ou génétique. Pour commettre un crime comme celui-ci, il faut forcément que quelque chose soit cassé quelque part. En août 2009, après 39 ans derrière les barreaux, John Linley Fraser se pend dans sa cellule. À mon avis, il était horrifié de voir qu'il était capable de commettre de tels actes. Mais en même temps, c'était Dieu qui lui avait ordonné de le faire.